Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, une bonne fin de semaine dernière. Attends 2 secondes, hop, voilà, on est tout bon. On est paré pour l'épisode. Non, j'espère que vous avez la pêche. Les amis, petit retour info perso. Je signe vendredi l'immeuble de 2 appartements. Enfin, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup plus que ce que j'espérais. Je pensais signer fin mars, début avril. Au final, je m'étais dit, ok, je vais signer à mon retour de Thaïlande. Que nenni. Je signe vendredi, donc on est au début mai. On a plus d'un mois de retard. Alors, à qui la faute? Je te dirai au notaire du vendeur. Mais bon. Donc c'est tout bon, on signe. C'est pareil, là j'ai relancé aussi l'artisan. On va commencer là vraiment sous peu, la semaine prochaine il me semble. On commence les travaux de l'immeuble où il y a tout à refaire aussi. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah si, j'ai une actualité fort intéressante. Bon, qui prouve, comme à l'habitude, hein, mais les, dans la gamme artisan, il y a vraiment de tout et de rien. Il y a des très bons artisans et il y a vraiment des peintres. Là, je suis en train de chercher un mec pour refaire. Tu sais, j'avais eu un accident dans un de mes logements. J'ai une voiture qui est rentrée dans la palissade qui grillage entre guillemets mon terrain. Et donc, les palissades en béton ont été cassées et du coup, il faut les refaire. En attendant, le locataire a mis de la tôle pour éviter toute intrusion. Mais là, je suis en attente. Je suis en attente d'artisans. J'ai aucun artisan qui est dispo. J'ai fait venir d'autres artisans pour essayer de trouver au plus rapide. Entre les mecs qui viennent pas, etc., c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas faire d'argent. C'est dingue. Et puis, c'est du savoir-vivre. Enfin, je sais pas, tu fixes un rendez-vous, tu viens au rendez-vous, quoi. Voilà. C'est aussi les inconvénients d'investir à distance, c'est que bah, tu dois déranger des gens et des fois pour rien. Voilà. C'est l'inconvénient. Bon, sinon, à part ça, j'ai eu quoi d'autre? J'ai un locataire qui m'a informé qu'il allait quitter le logement normalement d'ici juillet et août. C'est un très bon locataire. Je suis déçu qu'il parte, mais il quitte la région. Donc, bah, lui, on va en profiter parce que c'est un appartement. C'est une petite maison de 65 mètres carrés. Et j'ai bien peur parce que je vais devoir refaire les DPE. J'ai bien peur que ce logement soit en DPE dégueulasse. On n'est pas. En gros, je vais avoir des travaux. À son départ, je vais avoir énormément de travaux et pas des travaux de rafraîchissement. Je pense que je vais devoir peut-être changer le mode de chauffage. À voir. Bon, dans tous les cas, c'est un appartement. Je suis parti. C'est une maison que j'ai été visiter il y a 6 mois, je pense. Parce qu'il avait un petit souci. Du coup, j'en ai profité. On a fait un petit tour. Ça, c'est aussi un petit truc, hein, les amis, pour, euh, pour, euh, pour les propriétaires bailleurs qui écoutent ce podcast. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller chez votre locataire, n'y allez pas exprès pour ça, mais si vous avez l'occasion d'y aller, à la moindre occasion, essayez de passer dans le logement pour voir l'état. Ça évite des grosses surprises et puis
Ça permet aussi de dire, par exemple, ah, faites attention à ça, ah, vous avez vu là, c'est pas très propre, etc., etc. Enfin, moi, dans tous les cas, c'est ce que je fais, je me gêne pas du tout. Et donc, ouais, ce logement-là est très, très propre, très bon locataire. Un peu déçu qu'ils partent, mais bon, c'est le jeu. Et puis, bon, on fera un peu de travaux, ça fera des charges en plus à passer, de l'amortissement. Et puis, on pourra essayer de réaugmenter un peu ce loyer, parce que ce loyer est un petit peu faible par rapport à ce qui se pratique sur le marché. Les amis, j'en ai fini avec l'actualité perso. Je pense qu'on va commencer directement par le sujet du jour. J'ai pas sélectionné de questions, vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, je vous fais la petite promo du podcast. N'hésitez pas à soutenir ce podcast, les amis. J'ai vraiment besoin de vous. Vous êtes mon bras armé, si je puis dire. Vous êtes mon bras armé. Faites connaître ce podcast. Partagez-le à votre entourage. Faites-le connaître. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, un 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait pas de mal, c'est gratuit. C'est du contenu que je vous fournis toutes les semaines et c'est un juste retour que vous pouvez me faire. Et en plus, ça me touchera droit au cœur. Du coup, les amis, comme je viens de vous le dire, pas de questions de la semaine. Cependant, des questions de la semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. C'est la première fois que je fais une FAQ, il me semble. J'ai sélectionné plusieurs questions que j'ai reçues sur mon Insta et j'ai reçu aussi par mail. J'avais un doute, hein, franchement, j'avais un doute. Est-ce que j'arrivais à recevoir des mails? Effectivement, oui. L'adresse est bonne. Vous pouvez me contacter sur Instagram, mais aussi par mail. Vous retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à me contacter. Sur Instagram, vous avez une réponse quasiment en direct. Alors je suis pas sur mon téléphone H24, mais vous avez une réponse assez rapide. Je réponds à tout type de questions en rapport avec l'investissement et l'immobilier, ou des petits soucis aussi. Par mail, pareil, vous avez une petite réponse, mais il faut que je me connecte, que j'écrive sur le petit clavier, et vous avez votre réponse. Donc aujourd'hui les amis, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 questions. On va répondre tout de suite à la première. Alors, bonjour Anthony, j'aimerais savoir si tu connais une astuce pour emprunter lorsqu'on a un dossier médical pas tip-top. J'ai eu un cancer il y a quelques années, mais depuis ça, tout va bien. Le problème, c'est que ça reste dans mon dossier médical et je me fais refuser par tout le monde. Eh bien, écoute, bizarrement, il y a 2 jours, j'ai été revoir cette actualité-là. Donc, ça match hyper bien. Je vais pouvoir te répondre. C'était une news que j'avais lancée il y a quelques temps. Et en fait, je me suis dit, merde, j'ai jamais été relancer un peu cette idée, où ça en est, etc. Et ben, faut savoir que donc, cette assurance emprunteur refuse en fait qui refuse en fonction du questionnaire de santé. Il faut savoir que ça a été voté, il va y avoir la fin de ce questionnaire de santé. C'est une loi qui a été adoptée en février dernier. C'est la loi Lemoine, si jamais vous êtes intéressé. Cette loi, en gros, elle prévoit la suppression à partir du 1er juin du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 euros sous certaines conditions. Alors, les conditions, pour l'instant, la condition principale, c'est que le questionnaire sera supprimé pour les crédits qui sont inférieurs à 200 000 euros et dont le terme du prêt intervient avant ta 60e année. C'est-à-dire que tu as 30 ans, malheureusement t'as eu un cancer, alors je ne sais pas vraiment ton âge, tu ne me le dis pas dans cette question, mais imaginons tu as 30 ans et que tu as malheureusement t'as eu un cancer qui t'est en rémission, etc. Il n'y a plus de problème. Sache que si tu fais un prêt d'un montant inférieur à 200 000 euros sur 20 ans ou 25 ans, peu importe, le prêt ne sera, enfin l'assurance, il n'y aura plus besoin de questionnaire médical. Donc c'est quand même pas mal parce que malheureusement, avant ça, il n'y avait pas de solution. En fait, t'étais malade, t'étais malade. Et puis l'assurance, après, il faut comprendre aussi l'assurance, ça va pas prendre un risque supplémentaire. Alors c'est un peu dégueulasse, mais malheureusement, c'est le système qui est comme ça. L'assurance va pas prendre volontairement un risque supplémentaire sur ta tête.
pour ton bon vouloir. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est comme ça. Il y avait une solution qui était possible quand même. C'était que bah, toi, tu apportes vraiment un aspect, dans un deal immobilier, tu apportes un aspect vraiment technique. Tu montes le projet de A à Z et puis tu t'associes avec quelqu'un qui avait de l'argent et qui t'ouvrait les portes du crédit beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que lui, il mettait peut-être en garantie une certaine somme ou en fonction des revenus, tu étais capable de prendre une assurance seulement à 100% sur une tête, etc., etc. Malheureusement, c'était les seules solutions qu'il y avait. Maintenant, il est trop tôt, hein. Il est trop tôt pour avoir un retour de cette loi. Maintenant, moi, je pense que dans l'idée, c'est quelque chose de super parce que c'est vrai que euh, quand tu es malade et que tu es en rémission, que tout va bien, c'est quand même dégueulasse de fermer l'accès au crédit à quelqu'un. Par exemple, tu prends un jeune qui a eu une maladie, qui s'est remis, dans sa vingtaine, il a eu des problèmes de santé, mais dans sa trentaine, tout va bien. Euh, dans son dossier médical, et effectivement, ou même dans son questionnaire médical, il va devoir dire la vérité. Donc, il va noter les cases qui vont pas bien. Tu sais, les cases où tu dois tout cocher à droite, et que si tu coches une seule à gauche, c'est foutu. Bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors que peut-être le mec est en super bonne santé, c'est peut-être devenu un sportif accompli, etc., etc. Et donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, il est encore trop tôt pour se prononcer. Cette loi a quand même été là uniquement enfin, uniquement, pour enlever toutes les exclusions, etc., etc., les surprimes. Donc moi je pense que ça peut être une bonne chose à voir dans l'application réelle de la chose. Voilà ce que je pouvais te répondre. Alors on continue. Deuxième question, Anthony, que penses-tu des enchères? Alors il me semble avoir déjà fait un épisode de podcast sur les enchères, mais c'est pas grave, j'aime bien répondre à vos petites questions. Les enchères, ça peut être un levier hyper puissant. Malheureusement, moi c'est quelque chose enfin malheureusement ou pas, hein, mais c'est quelque chose que je ne dessine pas du tout aux débutants. Certes, il y en a certains qui réussissent dans ce domaine, mais c'est quelque chose quand même qui est assez spécifique. C'est-à-dire que déjà, financièrement, il faut avoir les reins solides. Tout simplement parce que, en fonction du type d'enchères sur lesquelles tu vas te placer, tu vas devoir immobiliser de l'argent. C'est-à-dire que un bien qui est mis à prix à 100 000, eh ben, tu vas devoir sortir 10% en chèque de banque que tu vas devoir remettre en amont de l'opération. C'est-à-dire que sur 100 000, on est à 10 000, donc tu vas faire un chèque de banque de 10 000. Donc déjà, en fonction du montant de, de la transaction, enfin de l'enchère, tu peux déjà ne plus être dessus. Et tu te doutes bien que les enchères de biens estimés, enfin mis à prix à 10, 15, 20 000 balles, ça attire pléthore. D'accord? Tu te doutes bien que une enchère d'un bien estimé à 20 000 et donc l'acompte nécessaire pour participer à l'enchère est un chèque de banque de 2 000, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'un bien mis aux enchères estimé, enfin mis aux enchères à partir de 300 000 et où tu vas devoir sortir un chèque de banque de 30 000. Déjà, tu te doutes bien qu'il y aura moins de monde pour le bien où on doit sortir 30 000 balles que le bien qu'on doit sortir 1000 ou 2000. Deuxièmement, les enchères, tu peux faire de très très bonnes affaires. Maintenant, il faut avoir bien conscience que c'est tout un univers et que derrière, faut pas se prendre au jeu. C'est-à-dire que on est, il faut mettre l'ego de côté. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une bataille où tu es en un contre un et puis j'enchéris, faut pas te flamber la face. Faut pas te flamber parce que si toi tu as posé tes calculs et que tu t'étais dit, ok, mon enchère maximale pour ce bien c'est 100 000 et je vais pas au-dessus, eh ben je vais pas au-dessus. Tout simplement, le bien passe à 100 000, même si la personne surenchérit au-dessus de 100 000 et ça tombe à 100, 102 000, eh ben non, c'est tant pis, t'as perdu l'enchère et puis c'est tout, c'est pas grave. Sinon, pour revenir un peu quand même sur les bases, comment est-ce qu'on fait pour trouver, comment ça se déroule? Grosso modo, tu retrouves, alors tu as un site qui est assez connu dans le monde des enchères, c'est le site Licitor. Licitor.
Dessus, vous retrouvez en fonction de votre région, en fonction de votre tribunal, euh, les biens qui vont être mis aux enchères. Dedans, tu retrouves diverses informations. Tu retrouves notamment déjà en préalable une date pour aller visiter. Cette date, il faut savoir que c'est une seule et même date. C'est-à-dire que si le bien est à visiter le 14 mai, il sera visité uniquement le 14 mai de telle heure à telle heure. Tu n'auras pas avant, tu n'auras pas après. T'as pas visité, tant pis pour toi. Ensuite, tu achètes toujours en l'état, c'est-à-dire que euh, tu achètes et tu te rends compte que bah, tu as remporté l'enchère et tu te rends compte que il y a un gros souci de fondation, ça risque de s'écrouler. Malheureusement, tu achètes en l'état. Il y a pas de vis cachée, il n'y a absolument rien de tout ça. Euh, donc tu fais la visite, ensuite tribunal, enchères, tu remportes les enchères, il y a un petit délai parce qu'il y a un petit délai de surenchère qui est de l'ordre de 10 jours, c'est-à-dire que si tu remportes ton enchère, il y a une personne qui est encore capable de surenchérir au-dessus de toi 10 jours, jusqu'à 10 jours plus tard. Ensuite, tu remportes l'enchère, tu signes chez le... Enfin, ton avocat va faire le nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais tu es automatiquement représenté par un avocat. C'est-à-dire que tu peux être dans la salle, mais par contre, c'est pas toi qui va faire le kéké à dire moi, 10 000, 15 000. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Tu es représenté par un avocat. L'avocat, c'est pareil, c'est toi qui le choisis. Tu as deux types d'avocats, ceux qui sont payés à la représentation et ceux qui sont payés uniquement s'ils gagnent l'enchère. Maintenant, imaginons que tu aies remporté l'enchère, tu as 2 mois, jour pour jour, pas un jour de plus, pour payer. C'est-à-dire que tu avais intérêt d'être à l'aise financièrement si jamais au bout des 2 mois tu ne trouves pas de prêt pour payer cash. Parce que si tu ne payes pas cash et que tu n'as pas de prêt, le bien retourne à la vente. Déjà, tu te fais manger une partie de ton acompte directement. Et deuxièmement, si le bien retourne à la vente et enfin, il est acheté moins cher, dans ce cas-là, c'est toi qui payes la différence. Donc clairement, voilà, c'est pour ça que je dis que les enchères, c'est pas destiné aux débutants. Il faut déjà avoir les reins financièrement, il faut connaître aussi l'immobilier, parce qu'il faut être capable d'estimer en quelques minutes des prix de rénovation. C'est-à-dire que tu peux trouver une bonne affaire avec des rénovations tellement lourdes que c'est plus une bonne affaire. Et à contrario, tu peux trouver une affaire standard avec des prix de rénovation qui sont convenables et puis tu te sors une bonne affaire de tout ça, tu vois. Donc voilà, les enchères, pour clôturer un peu cette question, c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour moi aux initiés et pas aux débutants. On poursuit avec la troisième question. C'est une question sur les prêts immobiliers pour les achats à l'étranger. Alors, là, malheureusement, je suis très très mal passé pour en parler parce que j'ai absolument pas acheté à l'étranger. Je sais vaguement comment ça se passe, mais j'ai jamais vraiment mis en pratique. Maintenant, dans les faits, je sais qu'il y a un apport qui est très souvent nécessaire, au minimum euh, 30 à 40% du bien. Je sais aussi que si tu as un bien qui est fini de payer, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'avoir une obtention de prêt, notamment auprès de ta banque en hypothéquant le bien fini de payer. Logiquement, imaginons que tu as fini de payer ta maison qui vaut 150 000, tu l'hypothèques et la banque va te prêter, je sais pas, par exemple 90 ou 100 000. Voilà, c'est tout ce que je peux te répondre à cette question sur les prêts immobiliers pour acheter à l'étranger parce que malheureusement, je le répète, mais je n'ai jamais acheté à l'étranger. Mais on se renseigne, les amis. Attention, hein. Allez, on poursuit avec une autre question. Bonjour à toi, Anthony. Merci pour le contenu. Je vais passer cette partie. Alors, j'ai une question pour toi. Je suis hébergé à titre gratuit et je souhaite emprunter, mais surprise, la banque me compte un loyer de 500 euros fictif. Du coup, ça plombe ma capacité d'endettement. As-tu une solution? Alors,
je sais que certaines banques pratiquent, en fait, ils n'aiment pas trop le héberger à titre gratuit parce que au final, c'est pas une situation qui est, comment dire, qui est viable sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être là, à l'heure actuelle, tu es hébergé à titre gratuit, mais c'est pas une situation que tu vas garder à vie ou que tu vas garder dans les 5 ans où il y a peut-être un petit problème. Mais je sais que certaines banques pratiquent cet emprunt, enfin ce loyer fictif pour simuler le paiement d'un loyer et pour ne pas te mettre en difficulté dans un futur où potentiellement tu aurais un loyer. Maintenant, comment tu m'as sorti, enfin comment ils ont sorti ces 500 euros, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être que c'est une moyenne en rapport à là où tu habites. Peut-être qu'un T2 ça se loue 500 euros. J'en ai aucune idée. Maintenant, ça se pratique. C'est pas une généralité dans toutes les banques. Je sais que moi, quand j'ai commencé à investir, j'avais pas de loyer. J'avais pas de loyer, donc j'étais hébergé à titre gratuit et la banque l'a compté comme tel. Ils m'ont pas retiré d'argent sur mes revenus mensuels. Donc, effectivement, maintenant, si ça plombe ta capacité d'endettement, déjà premièrement, je te dirais, c'est peut-être que tu as fait juste une banque. Et encore pire, si c'est ta banque, je te conseillerais d'aller voir vraiment d'autres banques parce que je te le dis, c'est pas une généralité. Tu peux trouver des banques qui vont pratiquer ce type de choses et puis d'autres qui vont absolument pas du tout prendre en compte de loyer. Donc, moi, je te conseille juste de faire le tour des banques. Je vous rappelle juste, hein, mais il y a énormément de banques en France. Ne restez pas focus sur les trois banques de votre quartier. Allez dans les villes d'à côté, n'allez pas non plus à l'autre bout de la France. Mais il y a énormément de banques pour maximiser ses chances. Je vous rappelle que moi, je me suis pris dans mes premières demandes de prêt, j'avais pas de crédit et je me suis fait chanter par ma banque déjà et je me suis pris X refus parce que j'étais pas propriétaire, parce que j'avais pas ci, j'avais pas ça, etc., etc. Et cetera. Et pourtant, j'ai eu mon prêt et derrière, ça m'a pas empêché de racheter d'autres biens immobiliers, ça m'a pas empêché d'acheter ma résidence principale, ça m'a pas empêché non plus d'exploser mon taux d'endettement à plus de 35% selon les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, arrête de penser que tout est fini. Fonce, il y a X milliers de banques en France. Fonce, cette banque te refuse, c'est pas grave. Tête dans le guidon, tu vas à fond et tu vas trouver. Tu vas trouver. Et confiance en toi. Et après, pour revenir un petit peu plus calmement, un peu plus terre à terre, je sais pas si c'est en fonction des banques. Euh, je sais, il me semble que c'est la banque postale. Enfin, franchement, j'ai pas envie de. Non, je vais pas citer de nom. Je vais pas citer de nom, mais je sais qu'il y a une banque connue qui pratique ça assez souvent. Mais est-ce que c'est une politique nationale ou territoriale? J'en ai absolument aucune idée. Bref, on continue les amis avec la question suivante. Salut à toi Anthony, j'ai plusieurs questions. J'ai engagé des frais pour une procédure d'expulsion pour un locataire mauvais payeur. Aïe. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il connaît la loi puisque monsieur à chaque fois reprend le paiement de son loyer et il m'a déjà fait ça 2 fois. Par contre, les frais d'huissier, etc., bah, j'ai dû les payer. Puis-je au moins les déduire de mon activité LMNP? La réponse va être très rapide. Oui, tu peux. Il faut savoir que toutes les dépenses, mais absolument toutes les dépenses, surtout en LMNP, toutes les dépenses relatives à ton exploitation, à ton activité de loueur meublé, tu peux absolument déduire tout ce qui est relatif à ton activité. C'est-à-dire que effectivement, les frais d'huissier, tu les déduis. Les frais de justice, tu peux venir les déduire. Les frais d'envoi de courrier recommandé, ça, tu les déduis. Voilà, bref, franchement, pour faire simple, oui, tout ce qui est en rapport avec ton activité, tu le déduis. Tu le passes en charge ou en amortissement, c'est des travaux. Mais voilà, tout ce qui est en relatif à ton activité de loueur, ça se déclare. Et puis c'est un peu normal parce que ça, en fait, au final, c'est de l'argent que tu perds, hein. Donc c'est normal que ça vienne aussi dans les charges. Voilà. On passe tout de suite à la prochaine question.
Bonjour à toi Anthony, je voulais savoir à partir de quel seuil je peux déduire des choses de mon activité LMNP. Je m'explique, j'aimerais me prendre un téléphone et le passer en charge ou un amortissement. Penses-tu que cela est faisable? Alors, euh, à partir de quel seuil, sincèrement, te donner un seuil, je ne saurais pas te dire. En fait, c'est flou au niveau comptable, c'est assez flou. Il faut juste justifier que ton activité nécessite l'utilisation d'un téléphone portable. Grosso modo, si tu as une maison en location, un bien en location à l'année et que tu fais 6 000 euros de loyer annuel, passer un téléphone, surtout que les téléphones maintenant c'est 1000 balles, passer ça en amortissement, franchement, j'ai un doute. J'ai clairement un doute, je suis pas sûr que ça passe et tu risques d'être retoqué, sûr et certain. Maintenant, si ton activité, elle, elle justifie un peu cette charge, cet investissement, tu déclares 30 000 euros, 40 000 euros de loyer annuel. Effectivement, tu te doutes bien que là, c'est quand même beaucoup plus logique d'avoir un amortissement de téléphone parce que, effectivement, peut-être que là, ton activité génère des frais que tu es obligé t'es obligé d'appeler des gens, tu es à les contacter avec les locataires, etc., etc. C'est pareil, là, tu me parles d'un téléphone, mais il me semble en avoir déjà parlé aussi, mais j'avais eu la question pour un MacBook. Bah, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut que ton activité soit en adéquation avec l'investissement. Si tu achètes un MacBook à 3000 balles et que tu fais 14 000 euros de loyer, tu as deux appartes, tu gères un Excel, bon, je ne suis pas sûr que la dépense du MacBook soit nécessaire. Voilà. Maintenant, te donner un seuil, clairement, vraiment, il n'y en a pas. Moi, ce que je peux te conseiller déjà, c'est de prendre contact avec votre comptable. Il faut prendre contact avec son comptable et voir avec lui ce qu'on est capable de faire. Parce que peut-être que là, tu veux acheter, là, tu me parles d'un téléphone. Mais peut-être que ton comptable, il va te dire, écoute, pour le téléphone, c'est compliqué. Si on peut le faire, mais tu risques d'être toqué, etc., etc. Ou il va te dire non, clairement, non, je ne le fais pas. Mais il va peut-être te donner une solution annexe. C'est-à-dire qu'il va dire, écoute, tu as besoin d'un téléphone, c'est quoi? C'est pour le forfait? Et bah écoute, je vais prendre en charge. On peut déduire un certain pourcentage de ton abonnement de téléphone, etc., etc. Ça, c'est faisable. Au début, j'avais pas de téléphone spécialement pour mes activités immobilières. Maintenant, j'en ai un, mais avant, mon activité me prenait en charge mon abonnement de téléphone. Parce que j'étais pas, comment dire, j'avais pas autant d'activités pour être capable de me prendre un téléphone vraiment à part pour le truc. Mais par contre, il me prenait mon abonnement. Bon, c'était un abonnement bateau, hein. C'était un abonnement à 12 balles, je crois. Mais c'était mon activité LMNP et c'était passé en charge tous les ans. Donc, tu as quand même des solutions annexes. Maintenant, voilà, je vois clairement le but de ta question. Le but de ta question, c'est en gros, pour 100 langues de bois, c'est est-ce que je peux m'acheter un iPhone ou est-ce que je peux m'acheter un Mac sur mon activité de LMNP? La réponse est toute simple, c'est est-ce que ton activité de LMNP, ou peu importe, hein, mais est-ce que ça génère assez d'activités pour justifier ce type d'achat? Voilà, la réponse est simple. Et les amis, j'ai pris la dernière question. La dernière question, c'est une question qui n'est pas en rapport avec l'immobilier, mais j'ai bien aimé qu'on me la pose. Et donc, je vais répondre en direct live avec vous. Anthony, que penses-tu de l'école? Eh ben, franchement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pense de l'école? Moi, j'en pense pas du bien et j'en pense pas du mal. Alors moi, j'ai été élevé dans une famille mon père était ouvrier, ma mère était aide-soignante. Ils n'ont pas fait d'études, ou très peu, et ils étaient dans cette optique vraiment de se dire que euh, l'école c'est hyper important, l'école va apporter un diplôme, le diplôme va apporter le travail, le bon travail, et le bon travail va apporter le bon salaire. Malheureusement, peut-être que dans l'ancien temps ça fonctionnait comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est plus tellement vrai. C'est même quasiment
plus du tout vrai. Il y a de plus en plus de gens qui privilégient l'expérience au diplôme, parce un diplôme, ça veut rien dire. Pour moi, un diplôme, ça veut rien dire. Tu peux être quelqu'un qui est vraiment euh, plein de méthodes, qui arrive, qui est vraiment studieux, qui apprend ses leçons par cœur, etc. Mais le plus important, ça va rester l'application. Et si, alors attention, il y a différents types de métiers, on est d'accord. Euh, Tous les métiers qui touchent un domaine vraiment spécifique, j'entends par là les médecins, les avocats, etc., etc. Vous voyez tout ce domaine de spécialistes, parce que c'est clairement des spécialistes. Là, effectivement, le diplôme est nécessaire. Parce que tu vas pas mettre ta vie entre les mains d'un chirurgien qui a pas fait d'études de chirurgie. Bah, c'est logique. Mais par contre, j'entends par là tous les autres diplômes. Moi, je le vois avec mon petit frère qui a fait un BTS technico-commercial. Il a fait un BTS technico-commercial. Ça lui apporte que dalle. Que dalle. Donc moi, je suis pas pour et je suis pas contre l'école. Moi, ce que je pense, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, le plus important, c'est de trouver une voie qui nous fait kiffer. C'est tout simple. Si tu arrives à trouver le domaine, certes, c'est dur. Maintenant, c'est quand même hyper dur de savoir. On te demande dès tout petit. Putain, moi, je me souviens à 10 ans, on me disait alors, tu vas faire quoi? Quand j'étais gosse, je voulais devenir informaticien. Alors que, à l'heure d'aujourd'hui, informaticien, OSEF. Après, je voulais devenir quoi? Je voulais devenir plein de trucs. Et au final, j'ai fait quelque chose d'absolument rien à voir. C'est que je suis devenu pompier par vocation, alors que quand j'étais gosse, c'était absolument pas un rêve de gosse de devenir pompier, tu vois. Ensuite, je me suis engagé à l'armée. Donc, tu vois, clairement, rien à voir avec ce que je voulais et surtout rien à voir avec mes études que j'ai fait. Je suis titulaire d'un master dans le commerce international et je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne remettrai absolument pas les pieds dans le commerce international. Donc, ce diplôme, bah, j'ai un diplôme, effectivement, j'ai un diplôme, mais qui me sert strictement à rien, tout simplement parce que c'est pas, j'ai fait ça juste pour dire d'avoir un diplôme, et à l'heure d'aujourd'hui, il m'apporte absolument que dalle. Donc moi, ce que je pense, c'est que vraiment le plus important, c'est de trouver sa voie, c'est de trouver sa voie. Maintenant, ta voie, tu la trouves pas à 10 ans, tu la trouves plus. Peut-être qu'avant, tu l'as trouvée à 10 ans, mais maintenant, ta voie, à 16 17 ans, si tu as trouvé ce que tu voulais faire dans la vie, c'est bien. Malheureusement, la majorité des personnes ont fait des études à tâtons. On va, on se dit, ah bah oui, peut-être, ah non, j'aime pas, bah je fais une reconversion, etc., etc. Sans parler aussi de la qualité de, de l'enseignement. Moi, je trouve que le système, euh, c'est vraiment un ressenti de mes études. Je trouve que le système est mal fait. Le système de notation et compagnie, pour moi, c'est un peu du bullshit. La méthode d'apprentissage, je trouve que on peut faire énormément de progrès dessus. Et je vais te donner un exemple concret d'un énorme regret par rapport à l'école. C'est que j'ai fait de l'allemand de ma cinquième, donc 5 4 3 2 1 terminale. J'ai fait 7 ans d'allemand avec des profs nuls à chier. 7 ans, les amis. 7 ans de ma vie, j'ai fait de l'allemand. Et à l'heure actuelle, je sais juste dire Allô, ich bin Anthony. C'est les seuls mots que je sais dire en allemand en faisant 7 ans d'apprentissage. C'est un scandale. Clairement, c'est un scandale. Maintenant, voilà, je remets la faute sur personne. C'est moi, j'avais qu'à m'intéresser beaucoup plus quand j'étais petit. Et puis voilà, mais bon, j'ai perdu 7 ans de ma vie à apprendre une langue pour rien. Donc, moi, je pense que voilà, l'école, j'en pense pas du bien, j'en pense pas du mal. Chacun se fera son avis. Mais je pense qu'on peut améliorer l'éducation française et surtout apporter vraiment un aspect beaucoup plus euh, moins studieux, moins leçon pour leçon, mais vraiment beaucoup plus practice. Et en tout bon podcast de liberté financière, pour moi, à l'école, il manque vraiment cet aspect financier, cet aspect de gestion financière comprendre c'est quoi l'argent, comment on l'utilise,
les effets composés, etc., etc. C'est ce qui manque vachement à l'école d'aujourd'hui. Voilà. Bon, on est pas mal. J'espère que ce petit podcast vous aura fait plaisir, les amis. Dans tous les cas, les amis, je compte sur votre soutien. Partagez ce podcast, faites-le connaître. Vous pouvez me contacter pour toutes vos questions sur l'Instagram Anthony-THRD. Vous avez aussi dans la description de l'épisode tous les liens nécessaires pour me contacter. Vous avez les notes de l'épisode, etc., etc., etc. N'oubliez pas, les amis, 1% chaque jour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!